Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Grand Prix La Marseillaise. C'était hier. On va revenir un petit peu sur cette course, sur ce qui s'est passé sur cette première manche de la saison 2024 de la Coupe de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Et si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également mettre la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez même être au courant, parce que normalement, il doit y avoir maintenant des shorts sur la chaîne. Peut-être au moment où je vous parle ou dans la soirée. On commence tout de suite avec ce Grand Prix de la Marseillaise, une course qui a été très animée. Comme d'habitude, on a eu une échappée matinale sur la Marseillaise. Je dirais que c'est un peu un classique sur la première partie de course. Souvent l'échappée, il y a un petit peu de temps à sortir, mais c'est pas là où ça met le plus de temps. Ça met une dizaine de kilomètres à sortir sur l'échappée du Grand Prix de la Marseillaise. Et puis voilà, l'échappée prend rarement énormément d'avance parce qu'on sait que c'est une course où si l'échappée prend beaucoup d'avance, elle peut aller loin. Donc on se méfie toujours un petit peu. Avec une grosse chute à 40 km de l'arrivée. On a eu pas mal de coureurs, notamment Stefano Oldani, Yael Joalan également qui sont tombés. Grosse chute. Vraiment, c'est dans une descente. La route était large, on était sur un léger faux plat descendant. Et puis, il y a des coureurs qui ont tiré un petit peu tout droit. Et derrière, ça a été la grosse chute. Et il faudra voir si il n'y a pas des grosses conséquences. Mais on parlera déjà d'Yael Joalan, où les conséquences sont assez importantes plus tard dans la vidéo. Et puis après, l'échappée matinale qui s'est fait reprendre au pied de la route des Crêtes, donc juste à la sortie de la Ciotat. Derrière, dans la route des Crêtes, très vite, un groupe de 3 coureurs est sorti, emmené par Rémi Rochas qui a fait la première banderie. Derrière, on a eu Alex Baudin et Kevin Genietz, le luxembourgeois. Quelques kilomètres après, Baudin accélère dans un premier temps tout seul. Rémi Rochas attend que Genietz attend que Rémi Rochas fasse le travail, mais Rochas ne peut plus suivre. Donc Genietz décide d'attaquer et revient sur Alex Baudin. Les deux hommes au sommet de la route des Crêtes ont une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, mais un peloton des favoris qui n'arrivera jamais vraiment à s'organiser. Ce qui fait que cette avance va augmenter dans la descente très technique également de la route des Crêtes et dans la traversée, la deuxième traversée, on va dire, de la Ciotat pour récupérer le col de la Gineste. Derrière, eh bien, ça s'organise pas du tout, c'est-à-dire que tout le monde se regarde, ce qui fait que devant, on prend de l'avance, l'avance va augmenter à 20, 30 secondes, 35 secondes, même pour les deux hommes de tête qui collaborent extrêmement bien. Et en haut de la Gineste, Kevin Vauquelin décide de sortir en costaud, mais ça sera trop tard. Dans la descente, Alex Baudin est un petit peu en difficulté par rapport à Kevin Genietz, mais il va réussir à s'en sortir en repassant devant Kevin Genietz, qui n'arrive donc pas à le lâcher, mais ce sont des efforts qui sont importants. Et ensuite, dans le final, Baudin décide de ne plus collaborer avec Genietz à 1 km 800 de l'arrivée, mais le puncher luxembourgeois est très fort et il va réussir à s'imposer grâce à un sprint de plus de 250 mètres face au coureur français qui finit deuxième. Vauquelin, lui, échoue à une dixième de seconde du groupe de tête. Eh bien voilà, je crois que vous avez un bon résumé de ce qui s'est passé sur cette épreuve. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top aujourd'hui, bien il est luxembourgeois, c'est le vainqueur du jour, c'est Kevin Genietz. Kevin Genietz qui n'a pas un énorme palmarès, c'est un coureur que moi je trouve très talentueux. Mais c'est vrai que je regardais, jusqu'à maintenant, il avait remporté le championnat du Luxembourg à 2 reprises et le titre du contre-la-montre en 2021, mais il n'avait pas d'autres victoires à son palmarès, ce qui est bien dommageable.
Et surtout, il a souvent un rôle d'équipier. Et là, je pense qu'il s'est dit, je dois saisir ma chance. J'ai une opportunité aujourd'hui sur cette épreuve-là, donc je dois vraiment saisir ma chance. Voilà, on a fait rouler Rémi Rochas. Derrière, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, oh, bah, il y avait Cyril Barth, il y avait Quentin Paché également au départ, mais bon, qui n'était peut-être pas au top de leur forme. Et Kevin Jeannette s'est dit, putain, c'est mon jour aujourd'hui, je peux faire un grand résultat. Il a très bien manœuvré avec Alex Bodin. Moi, je l'ai trouvé déjà très costaud quand il revient sur Alex Bodin la première fois. Dans la descente, on sent qu'il a fait une belle descente et Alex Bodin avait un peu du mal à suivre. Alors même si la descente pour moi la plus impressionnante c'est celle de Kevin Vauquelin, il a pris vraiment des trajectoires très tendues, Kevin Vauquelin. Mais Kevin Jeannette dans la Ginesse fait une belle descente. Et dans le final, il gère très très bien parce qu'il ne s'affole pas. Quand Bodin arrête de rouler, on est quand même encore à 1 km 700, il peut s'affoler quand même énormément. Géniette, encore une fois, il n'a pas un palmarès plus imposant que le palmarès d'Alex Bodin. Donc à ce niveau-là, bah, il peut vraiment s'énerver, s'exciter. Et à la fin, c'est Kevin Vauquelin qui aurait pu les dépasser et les déborder. Sauf qu'il gère très bien, parce qu'il regarde très souvent déjà Alex Bodin, mais il regarde très souvent où est Kevin Vauquelin, pour voir la marche qu'il a. Et il a dit en interview d'après-course, et c'est très juste, que en fait, il sait qu'il est très fort sur les efforts longs, qu'il a une très bonne résistance à l'acide lactique. Donc il s'est dit, si je veux battre Alex Bodin, il faut que je fasse un sprint long. Et il fait un sprint qui est très long. On est au-delà de 250 mètres. On a à peine en fait les barrières qui sont installées. Et il lance son sprint, 250 mètres. 300 mètres, c'est difficile à dire parce que les indications de métrage étaient mieux placées côté droit de la route que. Enfin, côté gauche de la route que côté droit. Eux, ils ont fait le sprint côté droit. Et Genietz, il fait un super sprint. Et Bodin peut pas aller le chercher parce qu'en fait, Bodin, il se dit je me cale dans la roue et puis je le saute sur la ligne à 75 mètres de l'arrivée. Sauf qu'à 75 mètres de l'arrivée, Coco, il a plus d'énergie. C'est-à-dire, quand il commence à lancer véritablement son sprint, Bodin, en fait, il est cramasse. Il est cramasse parce que l'autre, il a fait un sprint de qualité. Donc c'est bien, belle victoire pour Kevin Genietz qui vient d'avoir 27 ans. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres dans son palmarès, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui a un très bon punch aujourd'hui, mais qui n'a pas gagné beaucoup de courses dans sa carrière. Donc j'espère que ça va le lancer. C'est un coureur qui avait fini 4e du général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en 2023. 4e également de l'étoile de Bessèges, c'était en 2020. 9e du Etniusblatt, c'était en 2021. 5e d'une étape du Dauphiné, c'était en 2022 dans ces résultats. Mais ça fait du bien de voir des nouvelles têtes qui s'imposent dans le peloton, donc sur des grosses courses, donc belle victoire. Surtout quand il gagne le titre de champion du Luxembourg, je ne sais pas quelle année on va le mettre, en 2021. Ouais, il gagne devant Jean-Pierre Drucker, mais qui était déjà plus au top de sa carrière, et devant Alex Kirch sur un parcours qui faisait. Alors j'ai pas le métrage du parcours, mais bon, Jean-Pierre Drucker à l'époque c'était sa dernière année chez les professionnels et on peut dire qu'il n'était plus forcément au sommet de son art, Jean-Pierre, à cette époque-là. Même si c'était un bon coureur, il n'était plus au sommet de son art. Championnat du Luxembourg où c'est toujours compliqué d'avoir beaucoup de coureurs au départ de cette épreuve, parce que le Luxembourg, ça reste un tout petit pays. On poursuit, deuxième coureur top. Eh bien, le deuxième du jour qui permet, Alex Bodin, qui permet de montrer que déjà Decathlon fait quand même pour le moment des belles performances, avec aussi une belle 4e place de Pierre Gauthora qui gagne le sprint du peloton. Lui qui avait fini deuxième derrière Michael Matthews à la Ruta Ceramica. Et puis on a également Aurélien Paré-Peintre qui prend une 16e place sur la course du jour. Decathlon fait pour le moment un bon début de saison. C'est souvent une équipe en plus qui a du mal sur cette période-là de l'année. C'est pas l'équipe qui est la meilleure en janvier, alors même s'ils ont déjà gagné quelques fois le Grand Prix La Marseillaise, c'est pas forcément une équipe qui est habituée à faire des gros débuts de saison. Et là, je trouve que on a vu aussi sur le Tour de l'Under où ça a été intéressant. Là, ils reviennent en Europe, ça marche bien aussi.
Ruta Ceramica, quand même la belle deuxième place de Gotera, parce que devant c'est Michael Matthews, et que c'est quand même pas n'importe qui. Donc c'est bien. Alors Alex Baudin, je dirais que ça m'arrange presque qu'il gagne pas aujourd'hui. Parce que encore une fois, c'est compliqué le cas Alex Baudin. Hein. C'est quand même un mec qui a pris du tramadol, qui est un produit qui est désormais interdit, mais qui à l'époque n'était interdit que par l'UCI. Maintenant, il est interdit également par l'Agence mondiale antidopage. Maintenant, si vous faites choper en ayant pris du tramadol, vous êtes suspendu, ce qui n'est pas le cas d'Alex Baudin. Alors, il a eu une suspension, on va dire, de 3 mois, ce qui est quand même très court. Decathlon AG2R l'a remis dans l'équipe. Toujours un petit peu gênant, mais ce genre de situation, parce que c'est vrai qu'on sait... Moi, ce qui me manque, c'est vraiment une vraie suspension. C'est-à-dire, s'il y avait eu, par exemple, une suspension de 8-9 mois, ça m'aurait moins gêné. Je le dis encore une fois, mais Quintana, il a été suspendu, on va dire, il s'est tapé une suspension de 18 mois, ça ne me pose pas de problème qu'il revienne dans le cyclisme. Parce que sa période de non-activité à Quintana allait de 18 mois. Ça me pose un problème avec Baudin, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de sanction. Il prend quand même du tramadol. Je vais juste rappeler ce que c'est le tramadol. C'est quand même une substance antidouleur. Alors quand certains le comparent à du Spasfon, à du Doliprane, c'est au-dessus du Doliprane en termes d'intensité. C'est-à-dire que c'est plus qu'un Doliprane 1000, quoi. Un tramadol, un cachet de tramadol, je peux vous dire, parce que ma mère en prend. Le tramadol, c'est vraiment un fort antidouleur. Et c'est un antidouleur, un fort antidouleur, c'est quand même un antidouleur qui est costaud, quoi. C'est-à-dire que après, au-dessus du tramadol, c'est la morphine, pour se mettre un petit peu dans l'idée. Alors après, c'est maintenant très facile de s'en procurer en France, parce que beaucoup de médecins donnent du tramadol. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est moins dangereux pour le foie que certaines autres substances antidouleurs? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que tu prends pas... En fait, autant il y a des substances qui peuvent arriver parce que tu as mangé quelque chose, notamment la testostérone ou d'autres produits qui peuvent arriver avec la nourriture ou à cause parfois de l'environnement. Autant sur le cas du tramadol, ça ne peut pas arriver à cause de la nourriture. Donc c'est vraiment, il a pris un cachet de tramadol. Donc pour moi, il aurait dû avoir de sanctions, parce que soit il ne l'a pas fait exprès, d'accord, mais ça veut dire que pour moi, il n'a pas été professionnel. Quand on est sportif professionnel, on doit connaître les produits qui sont interdits, on doit connaître ce qu'on prend. Soit il l'a fait exprès, et dans ce cas-là, il a voulu avoir un produit antidouleur plus important que certaines molécules qui sont autorisées, quoique il n'y a plus grand-chose autorisé en tant qu'antidouleur, il faut le dire aussi, mais c'est parce que un antidouleur, ça peut masquer des douleurs également physiques. Donc sur une course cycliste, c'est problématique. Ça peut cacher aussi des douleurs musculaires qui feraient que tu ne continuerais pas la course à cause de ces douleurs, et que grâce à cet antidouleur, tu peux continuer la course. Et que le tramadol fait que tu perds aussi un petit peu dans les réactions, ce qui peut être dangereux dans un peloton cycliste. Mais le cas Alex Baudin, il est problématique. Je pense quand même que, vu son début de saison, il sait déjà que sa seule chance d'avoir un contrat pour l'année prochaine, parce que Kevin Jones est en fin de contrat, mais Alex Baudin aussi est en fin de contrat, c'est de marquer des points, d'être indispensable à Decathlon AG2R. Et deuxièmement, je pense qu'il a envie de montrer à tout le monde qu'il ne faut pas l'enterrer, Alex Baudin, et que c'est un coureur qui a du talent. Il a fait un bon travail pendant l'intersaison, et je pense déjà le travail avait été entamé l'année dernière, mais le fruit est encore plus intéressant là. On voit qu'il passe de mieux en mieux les bosses. Avant, c'était un coureur attaquant sur le plat, notamment il avait attaqué sur la route Orangelle en 2022, mais là on le voit vraiment plus performant sur des attaques dans des courses en bosse. Les 2 fois il part, sur la route à Ceramica, ou encore une fois aujourd'hui, c'est dans une bosse. Et la route des Crêtes, alors même si c'était, on va dire, le côté le plus facile de la route des Crêtes, j'avais dit une bêtise même sur la présentation de la course, que je pensais que c'était la route des Crêtes dans le sens que l'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire avec le passage à 20%. Non, ils ont repris la route des Crêtes dans l'autre sens. Je trouvais le sens un peu moins intéressant de la route des Crêtes. Mais du côté d'Alex Baudin, pour revenir, c'est sûr que il a envie de montrer. Et je pense qu'il est revanchard.
Voilà, il est revanchard et il sait surtout qu'il doit amener des points parce que s'il veut être indispensable à G2R et s'il veut avoir un contrat l'année prochaine, il est obligé de montrer ce qu'il sait faire. Et il a, je pense, envie de laver son honneur. S'il n'a pas fait exprès de prendre du tramadol, pour moi, il veut laver son honneur. Il veut vraiment laver son honneur. Donc, pour laver son honneur, il se dit, il faut que j'ai des résultats au top. Bon, on verra ce que ça donne sur le reste de la saison, mais c'est vrai qu'il démarre très très fort. Il démarre sur les chapeaux de roue, Alex Bodin, sur ce début de saison 2024. Mais après, est-ce qu'il aurait pu faire mieux sur son sprint face à Genietz si on se reconcentre un petit peu sur la course? Genietz manœuvre très bien. Moi, je pense que là où il perd du temps, Bodin, c'est dans la descente. Il consomme beaucoup d'énergie dans la descente du col de la Gineste. Il n'est pas à l'aise dans cette descente-là. Tu sens que c'est compliqué. Autant la descente précédente, il s'en sort bien avec Genieste. Autant dans la Gineste, il a eu plus de mal. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre pourtant la descente de la route des Crêtes qui est plus technique et la Gineste, c'est la vitesse. Parfois, vous avez des coureurs qui ont du mal avec la vitesse. Dépasser 70-75 km/h, tu commences à te dire, si je me viande sévère. Donc, il ne faut pas se viander. Et parfois, sur ce type de descente-là, où on dépasse les 80 km/h, c'est le cas sur le col de la Gineste, où il y a assez peu de courbes, parfois, il y a des coureurs qui ont un peu du mal avec cette vitesse-là et qui n'aiment pas se retrouver dans ce genre de situation. Parce que 80 km/h sur un vélo, ça peut refroidir plus d'un coureur. Et je pense qu'Alex Bodin, à ce moment-là, il perd un peu de temps. Il est obligé de consommer un peu d'énergie. Et c'est peut-être là où il lui manque un peu d'énergie pour les 50 derniers mètres de son sprint. Mais même en faisant ça, est-ce qu'il aurait gagné face à Genietz? C'est pas sûr. Troisième coureur au top, eh bien vous savez que c'est une équipe qui, pourtant j'ai tendance à souvent critiquer, c'est Nice Métropole Côte d'Azur avec la belle 10e place de Damien Girard aujourd'hui. Et il prend comme une 10e place devant Conti, Vandenbourg, champion, Rechasse. Alors Nice Métropole qui a commencé sa saison plus tôt cette année, mais un Damien Girard qui était déjà sur la Ruta Ceramica, il avait pris la 27e place, une belle 10e place pour le coureur de cette équipe. Ça va faire des points pour une formation qui en marque assez peu. Coureur qui était déjà chez Nice Métropole la saison dernière. Ce sont ses premiers points UCI. C'est même son premier top 10 chez les pros également, parce que c'est un coureur qui est passé par le CC Nogent-sur-Oise jusqu'à maintenant. Et là, il a fait un bon résultat aujourd'hui avec ce Grand Prix cycliste la Marseillaise. Il finit juste derrière Trentin, il finit derrière Edouard Prades. En plus, son sprint n'est pas simple parce que il est obligé de faire vachement de chemin sur son sprint. Et il est un peu embêté par des coureurs qui ont tendance à se décaler devant lui. Donc il est obligé à chaque fois de se décaler presque contre les balustrades. Il sprinte presque sur le côté gauche de la route, alors que le sprint se lance vraiment plutôt au centre pour Pierre Gauthera et Pau Miquel. Et donc c'est dommage pour Damien Girard, parce qu'il fait un petit peu plus de distance à ce moment-là. Mais bon, ça va être une belle expérience pour lui à 22 ans. Puis on espère que ça va lancer aussi correctement sa saison à Damien Girard et celle de son équipe. Coureur qui sera sur l'étoile de Bessèges dès mercredi, dès le 31 janvier, Damien Girard. Mais voilà, belle course du coureur français. Je voulais le souligner parce que je casse souvent du sucre sur Nice Métropole, je critique souvent cette équipe, mais quand les résultats sont là, je sais le dire également. Et donc là, belle perf pour cette formation. Donc ils peuvent être contents de leur performance du côté de Nice Métropole Côte d'Azur. Et on termine avec les coureurs top avec Kevin Vauquelin, le troisième du jour. Je pense qu'il avait besoin de se rassurer, Kevin Vauquelin. Encore une fois, la deuxième partie de saison l'année dernière a été compliquée pour Kevin Vauquelin à partir du Tour de Romandie, c'est vrai. Il a eu des soucis au niveau de la hanche et ça a été compliqué, surtout sa deuxième partie de saison. Sa Vuelta n'est pas exceptionnelle. Par exemple, si on regarde la saison 2023, il fait 16e de la Veneto Classique. Bon, il fait 5e du Tour du Limousin. Mais c'est un coureur qu'on attend vraiment mieux parce qu'on connaît les qualités de Kevin Vauquelin.
On sait que c'est un coureur qui a beaucoup de talent, qui a été impressionnant sur la première partie de saison, qui est impressionnant depuis ses débuts pro, quand même, Kevin Vauquelin. Donc là, on s'attendait à mieux. Sur la deuxième partie de saison 2023, ça a été compliqué. Et là, c'est vrai qu'il est attendu au tournant. Il part un peu tard. C'est là où il peut se reprocher peut-être d'avoir un peu trop attendu parce qu'il revient très très fort dans le final. Il fait une super descente du col de la Gineste, mais même l'écart qu'il met sur son attaque, il est vraiment impressionnant dans son accélération au sommet du col de la Gineste, parce qu'en très peu de temps, il arrive à faire l'écart sur le groupe de poursuivants, mais en très peu de mètres. Je l'ai trouvé son attaque très très puissante, donc ça c'est intéressant parce que c'était un peu là-dessus où il s'est fait connaître, c'est sur cette capacité à changer de rythme. C'est un profil qui est pour moi assez similaire à Skelmose, parce que c'est des coureurs qui ont une très grosse pointe de vitesse, qui savent très bien sprinter, qui savent très bien changer de rythme aussi, comme Skelmose. Alors Skelmose est encore meilleur dans ce domaine-là que Kevin Vauquelin, mais je trouve qu'il y a un petit parallèle entre les deux qui est intéressant à faire. Et ensuite, sur la dernière portion, il va très très vite. Dans la descente, regardez vraiment cette trajectoire. C'est très tendu. Alors, je retrouve même que sur certains virages, il va presque trop vite à la corde. Ce qui fait qu'il se ferme un peu l'angle du virage. Pourrait encore peut-être travailler en prenant la courbe, à l'intérieur de la courbe, un peu plus tard. Parce que des fois, il se retrouve trop tôt à l'intérieur de la courbe. Donc, voilà, son virage est parfois un peu difficile, mais il prend quand même des trajectoires hyper tendues. Quand on dit hyper tendu, c'est point A, point B, il va au plus court. Parfois, il ne faut pas toujours aller au plus court. Parfois, il faut savoir aussi un petit peu arrondir au niveau des trajectoires. Mais là, il a pris tout court sur le col de la Gineste. Ça allait très très vite. Et puis après, dans les 2 derniers kilomètres, il a roulé. Mais bon, devant, ils ont quand même bien géré. Donc voilà, bonne journée quand même pour Kevin Vauquelin. Je pense qu'il s'est bien rassuré sur sa condition physique, mais également sur ses capacités à être performant. Voilà, je pense qu'il a montré à tout le monde qu'il n'avait pas perdu la main, Kevin Vauquelin, et on pouvait avoir un petit peu des doutes. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne de cette première manche de la Coupe de France. Je commence avec Mathieu Burgodeau et j'ai envie de dire en général la Total Energy qui a été très discrète sur cette première course de l'année. Je crois que c'était même la première course de la saison pour la Total Energy. Je vais vérifier ça, mais je ne les ai pas vus sur une autre course du côté de la Total. Ça a été pas fantastique du côté de la Total Energy, et Mathieu Burgodeau qui finit 34e, donc ce qui n'est pas top pour un coureur de cette formation. J'ai perdu Total Energy. Ah oui, mais là je suis pas sur la bonne course. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la Total Energy. Oui, parce qu'ils n'étaient pas à Palma de Majorque. Ils n'étaient pas à Valenciana non plus. Donc ils n'étaient pas au Denander. Donc oui, c'était leur premier jour de course de l'année. Ah si, ils étaient sur la Comunità de Valenciana. C'était tellement bien filmé, la Comunità de Valenciana. Mais voilà, c'était leur deuxième jour de course de l'année pour une équipe qui ensuite va aller sur la Tour, qui a quand même pas une bonne semaine parce qu'ils avaient demandé pas mal d'invitations, notamment en Italie. Ils font pas Milan-San Remo, ce qui leur avait apporté beaucoup de points l'année dernière. Il y a plein de courses qu'ils vont pas faire en Italie. Ils n'ont pas tout le calendrier à Esso non plus. Il y a quelques courses qu'ils vont pas effectuer non plus avec ASO. Et en Belgique, il y a quelques invites qu'ils n'ont pas non plus. Total Energy, donc c'est pas une bonne semaine pour eux. C'est vrai que la montée pour le World Tour, je sais pas s'ils avaient encore de l'ambition là-dessus, mais ça va être difficile. Et ensuite, 2 premières courses, 16e et 17e comme meilleur résultat. La Burgodeau, vraiment pas fantastique. Ils avaient pourtant emmené Burgodeau, Guillermo fait 17. Il y avait Valentin Ferron qui avait été bon l'année dernière. Il y avait Jordan Jegat, Sandy Dujardin. C'était quand même une équipe qui pouvait être intéressante sur le papier. On les a pas vus la journée. On a vu Uno X, on a vu Tudor un peu, on a vu la Cara Rural, on a vu Decathlon, on a vu Cofidis, on a vu la Groupama. Eux, je ne les ai pas vus.
ce qui m'inquiète quand même un petit peu, parce qu'on est sur une manche de Coupe de France. Alors certes, on est sur une manche de Coupe de France à Marseillaise, où il y a toujours un peu plus de densité que sur le Tour du Finistère, ou que les épreuves qu'on va avoir au mois de mars, au mois de mai. Mais quand même, on n'est que sur de la Coupe de France. C'est une épreuve à domicile, normalement tu dois te montrer. Si tu es Total Énergie, que tu as de l'ambition, on doit te voir. Là, c'est inquiétant. Il y a beaucoup de paramètres qui m'inquiètent chez Total Energy. L'équipe, il n'y a plus que 23 coureurs. Les invitations qu'ils n'ont pas eues. La densité qui augmente en deuxième division. Et un sponsor qui, je pense, va commencer sérieusement à s'impatienter. Et une fin de contrat du sponsor qui est en 2025. Autant te dire que pour moi, il faut qu'il fasse un gros début de saison 2024. Pour montrer aux sponsors que c'est pas une erreur, que voilà, ils sont capables toujours d'obtenir des résultats, de faire des grandes courses. Parce que si en 2024 ils n'ont pas des grands résultats, 2025, même l'invitation pour le Tour de France, peut-être qu'elle n'y sera pas. Et alors là, je peux te dire que Total sponsorisera pas une équipe qui n'est pas sur le Tour de France. Aujourd'hui, Total Energy y sponsorise parce que Total Energy est sur le Tour de France, parce que la structure de Jean-René Bernaudot est sur le Tour de France. Le jour où la structure de Jean-René Bernaudot n'est plus sur le Tour de France, le sponsor reste pas. Donc c'est là où il faut vraiment faire mieux du côté de la Total. Et là, je trouve que cette course n'a pas été tip-top. C'est vraiment pas top du côté de la Total Energy, donc il va falloir faire mieux. Il y aura l'étoile de Bessèges pour se montrer, notamment. Mais là, oui, c'était très décevant, je trouve, sur cette épreuve. Je les ai vraiment pas vus, quoi. Et on sait que c'est une équipe qui doit être en capacité de faire mieux. Donc, et l'équipe va être sensiblement la même sur l'étoile de Bessèges. Hein. C'est-à-dire que l'équipe que l'on a vue là sera sensiblement la même. Donc, il va falloir faire beaucoup mieux du côté de l'étoile de Bessèges pour cette formation. Parce que là, moi, je m'attendais quand même à avoir un autre visage quoi, de cette équipe. Et là, je me suis vraiment dit, en fin de journée, je me suis dit, mais je ne les ai pas vus. J'ai pas vu un maillot de la Total Energy. Alors, c'est pas le maillot le plus visible du peloton. Mais quand même, je me suis dit, c'est pas top. Ça, c'est un petit peu inquiétant pour le début de saison. Surtout que c'est une équipe qui, l'année dernière, avait fait une belle course. On passe à la mauvaise nouvelle du jour. C'est pour le Français Yael Joualan, qui est chez CIC une Nantes Atlantique. C'est le deuxième bonnet d'âne, on va dire, du jour, parce que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui. Il est tombé sur le Grand Prix La Marseillaise. Alors, la chute serait arrivée dans la descente de la route des Crêtes. Donc moi je pensais que c'était dans la chute à 40 bornes de l'arrivée, mais non, c'est dans une chute après, parce qu'il y avait un CIC mais qui a évité une chute de peu dans la chute à 40 bornes de l'arrivée. Donc il semblerait qu'il y ait une autre chute du côté de la route des Crêtes, chute qui a été très violente pour le coureur de 24 ans, avec notamment bilan médical de la part de son équipe. Donc multiples fractures au visage, touché au niveau de 3 vertèbres. Donc des examens médicaux approfondis sont en cours. Période de repos pour une durée encore indéterminée, mais forcément ça sera 6 mois, voire plus, parce que quand les vertèbres sont touchées, il faut que ça soit bien en place. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle du tout pour cette formation et pour ce coureur. On avait déjà un petit peu des doutes sur CIC. Cette année c'est un petit peu plus compliqué pour eux, je trouve, en termes de densité d'effectifs. Là, il y a le Gélan, bon, c'est pas bon comme bilan là. Il faut se dire que là, c'est quand même très grave. 3 vertèbres de toucher. Il y a des coureurs qui ont eu des chutes comme ça. Et par exemple, on parle de vertèbres touchées. Je pense tout de suite Egan Bernal. Egan Bernal, la saison où là, ces vertèbres qui sont touchées, c'est en janvier. On ne le revoit pas avant août. Oui. Donc il faut vraiment se dire que là, Yael Joualan, c'est une très très grosse chute, c'est vraiment pas une bonne nouvelle.
En plus, quand ça arrive en janvier, je dis toujours, bon, les chutes de janvier, encore une fois, vous êtes en train de consolider votre état de forme. Donc quand ça arrive à cette période-là de l'année, ensuite, vous avez toujours un train de retard sur les autres. Mais encore plus quand c'est une énorme chute comme ça. Là, pour moi, on ne le revoit pas avant juin. Je serais surpris qu'on le revoie avant juin. Et en plus, oui, c'est vraiment un bilan médical qui est pas bon du tout. Donc j'espère qu'il va s'en remettre vite, mais il faut pas aller non plus trop vite pour Yael Voilan. Mais c'est vrai que c'est dommage du côté de l'infirmerie. On a un début de saison, il y a déjà pas mal de coureurs qui sont à l'infirmerie. On a Aramburu aussi. Aramburu, je crois que c'est la clavicule qui s'est faite sur Palma de Majorque. On a Oscar Only qui s'est fait également une clavicule. Là, on a Yael Voilan, Oldani aussi qui est tombé. Sérieusement, lui, c'est à 40 bornes de l'arrivée. C'est pas un début de saison où on a pas de chute. Hein. On a beaucoup de chutes sur ce début de saison. Donc, il faut faire attention. J'espère que ça va un peu diminuer parce que bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis pour la confiance aussi, hein, parce que là, ça veut dire qu'il a eu une très grosse chute. Je sais pas, il a peut-être tapé un mur dans la route des Crêtes. La dernière portion étant en ville, la portion où il y a le plus de pente en descente, c'est une portion qui est en ville. Où, voilà, mais je pense que ça a été un choc très rude. Pour avoir ce bilan médical-là, le choc a dû être très rude. Je me dis qu'après, il faut aussi penser au niveau psychologique. Hein. Parfois, c'est compliqué de remonter sur le vélo, parce que quand tu as subi une grosse chute, alors soit, on va dire presque que tu as de la chance et tu t'en souviens plus comme Jacobson, soit tu t'en souviens. Et là, mentalement, c'est plus difficile. Laurent Jalabert l'a toujours dit. Après sa chute à Armentières, il a pu être en capacité de faire un sprint massif dans sa carrière. Donc j'espère que... Et Pierre Latour, son problème qu'il a sur les descentes, c'est parce qu'il s'est pris des grosses chutes dans sa carrière. Et maintenant, psychologiquement, il a un blocage avec les descentes. Donc j'espère que c'est pas ce qui va arriver à Yael Voilan. Mais c'est un bilan médical. Quand je l'ai lu, c'était aux alentours de 14 heures. Je me suis dit, ouf, c'est vraiment un bilan médical qui est pas tip-top. On peut le dire ça comme ça. Et puis je termine avec Uno X. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur cette journée du Grand Prix de la Marseillaise de dimanche, ils ont toujours été à contre-temps du côté du NOX. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'ils n'ont jamais trouvé vraiment le bon timing sur cette épreuve. C'est dommage. C'est dommage quand ça arrive. Ils ont toujours eu un temps de retard. On a vu les Knesund, on a vu Kort Nielsen, on les a vus un petit peu, les maillots rouges et jaunes. Faut s'habituer à cette couleur. Parce que déjà pendant le Tour de France, j'avais pas trouvé que c'était excellent. Bon, ils ont décidé de mettre du jaune et du orange. Mais c'est vrai que du côté... Comme ça permet de plus les confondre avec Saint-Michel. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'ils étaient... c'était pas bien organisé du côté de la Uno X. C'est-à-dire qu'il y avait de l'envie. On a vu beaucoup de coureurs qui ont tenté des choses, les Knessoun notamment dans la route des Crêtes. Mais j'ai trouvé que c'était pas hyper bien organisé. Voilà, ça aurait été bien d'avoir un peu plus peut-être de cohésion d'équipe. C'était un petit peu foufou, il y en avait un petit peu de partout. Ça manquait de collectif du côté de Uno X. Et ça c'est dommageable sur une course comme ça. Mais ça peut arriver en début de saison. Il y a eu pas mal de changements chez Uno X au niveau des coureurs. Les Knessoun, Kort Nielsen, ils n'étaient pas chez Uno X l'année dernière. Donc il faut que tout ça se mette en place. Mais c'est là où on voit que c'est pas si facile que ça de gagner des grandes courses. Il suffit pas d'empiler les bons coureurs. Il faut aussi ensuite qu'il y ait cette cohésion d'équipe qui se fasse. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué aujourd'hui pour Uno X. Bon, on espère que ça ira mieux dans les courses à venir. Ces courses de préparation, elles servent aussi à ça. Ces courses de début de saison, elles servent aussi à se mettre dans le bain, à connaître ses équipiers, mais aussi à s'organiser. Parfois, il y a eu aussi des changements dans les staffs des équipes, donc c'est pas toujours facile à ce que la mayonnaise prenne et que tout se mette en place correctement dans les formations. Donc je pense que c'est ce qui a manqué aujourd'hui à l'équipe Uno X. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour sur cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mega Production. Ciao, ciao!